Merci beaucoup au comité scientifique du GHFH-GMP puis de la SFNCM de m'avoir convié à présenter ce travail que j'ai mené également avec Frédéric Vallat et je vais vous expliquer pourquoi. Voici mes liens d'intérêt avec le sujet. Donc, l'enfant polyhandicapé présente un handicap grave qui va entraîner des perturbations multiples, à la fois une déficience intellectuelle profonde, une déficience motrice, une altération des capacités qui va s'associer à des limitations majeures de son autonomie, une extrême vulnérabilité à la fois physique, psychique et sociale, associée également à d'autres pathologies et notamment digestives qu'on va peut-être développer un petit peu. Pourquoi une chirurgie de scoliose chez ces enfants? Quand on a l'habitude de les suivre, on s'aperçoit très rapidement qu'ils ont des douleurs importantes, une position assise complètement instable, et on peut le deviner en voyant ce conflit costo-iliaque, des difficultés de nursing de ce fait, des difficultés alimentaires et une diminution des fonctions respiratoires, et on voit bien le côté très restrictif de la déformation. Mais finalement, est-ce que ça vaut la peine de les opérer? Lorsqu'on interroge les familles à distance de l'intervention à 1, 2 et 5 ans, on voit rapidement, même si là vous voyez peut-être pas bien, que les parents affirment une qualité de vie améliorée, un confort global amélioré et une plus grande facilité de prise en soin par la suite. Et cette chirurgie de scoliose, c'est l'arthrodèse. Elle consiste à fusionner des vertèbres avec une instrumentation qu'on peut deviner ici relativement conséquente. La voie est postérieure. Le matériel consiste à appliquer 2 tiges avec des implants rachidiens sur un rachis parfois déjà bien déformé, avec des vis, des crochets, une durée d'intervention relativement longue, en moyenne de plus de 4 heures, et surtout un risque hémorragique extrêmement important. Donc cette indication est posée après concertation multidisciplinaire en incluant les familles, les médecins et notamment en aval, les médecins de médecine physique, les pédiatres, les neuropédiatres et puis tous les paramédicaux qui gravitent autour de ces enfants dans les instituts, dans les centres, les IME, les IEM, et les centres de rééducation, afin bien entendu d'évaluer l'état fonctionnel de l'enfant avant et prendre en compte l'ensemble des comorbidités médicales qui sont nombreuses, d'où une nécessité de prise en charge pré, on va le voir longtemps avant, post-opératoire et péropératoire spécialisée. La chirurgie de scoliose, on a l'habitude de dire que c'est un marathon, et quand on veut préparer un marathon, on se prépare justement. On va optimiser au mieux les capacités de l'enfant, et comment optimiser au mieux en sachant que beaucoup d'organes vont être touchés, notamment respiratoires, cutanés, l'évaluation de la masse sanguine avant, la motricité digestive, la nutrition, j'en oublie certainement. Tout ça pour éviter les complications et le risque de complications qui sont avant tout en per- et post-opératoire, respiratoires, neurologiques avec les risques de décompensation épileptique de ces enfants, infectieuses quand on voit le matériel qui est déposé dans le dos de ces enfants et cicatriciel. Ce d'autant que lorsqu'on reprend la littérature, les enfants qui vont être le plus opérés appartiennent, selon la classification de Palisano que vous connaissez pour beaucoup, au degré le plus sévère de handicap, le 4 ou le 5, c'est-à-dire très dépendant, non marchand, dans plus de 85%. Et on sait aussi que ces patients ont des troubles alimentaires. Plus le degré de handicap est sévère, plus les troubles alimentaires seront présents, ainsi que les troubles cognitifs. Et on sait que souvent, ils ont besoin d'une nutrition entérale. Dans plus de 40%, ces enfants de handicap 4 ou 5 sont dépendants d'une nutrition artificielle. Et lorsqu'on reprend, quand on interroge les chirurgiens sur les comorbidités qu'ils estiment les plus graves avant la chirurgie, on peut voir que le statut nutritionnel est évoqué à plus de 85%.
Donc finalement, sur certaines études récentes, on s'aperçoit que même s'il y a une prise en charge nutritionnelle antérieure, le seul facteur prédictif indépendant significatif de prise de poids l'année précédente de l'intervention chirurgicale sera la présence d'une nutrition sur sonde, donc une nutrition entérale. Et lorsqu'on s'intéresse au post-opératoire, dans l'année qui suit et surtout la première année, on voit que les enfants qui bénéficient le plus d'une prise de poids après la chirurgie sont ceux qui étaient le plus dénutris et de manière significative pour ceux qui avaient un poids inférieur au 50e percentile. C'est bien que les chirurgiens s'interrogent sur quels sont les changements physiologiques qui interviennent après cette chirurgie et qui va entraîner cette prise de poids, l'amélioration du reflux, la motricité digestive, la constipation, la douleur. Il y en a d'autres. Et nous, on a tous en tête ces enfants qui peuvent faire des pinces mésentériques après et qui nous inquiètent quand on les redresse. Et finalement, ce n'est pas ce qui ressort le plus. C'est assez intéressant. Donc, on a participé à la demande du groupe Travail Opérabilité Polyhandicap. La commission a été menée par le docteur Marie-Ulie de Necker. Sur des avis d'experts sur le parcours de soins de ces chirurgies orthopédiques chez l'enfant polyhandicapé, le sous-groupe nutrition auquel j'ai appartenu avec Frédéric. Il nous demandait comment évaluer l'état nutritionnel en pratique, comment identifier la dénutrition, évaluer le risque nutritionnel et puis après, si possible, obtenir un algorithme de prise en charge. Et vous verrez, c'est Frédéric qui l'a fait, il est parfait. Et donc, on sait qu'il y a des recommandations de l'ESBGAD de 2017. Elles ont été un peu critiquées dans un article sur un questionnaire où les gens étaient réévalués pour savoir ce qu'on pensait de ces recommandations. Elles sont de 2017 et donc on a quand même pris en compte ces recommandations. Voilà sur l'évaluation et je vais redétailler. Tout simplement peser, c'était des questions qu'on nous posait aussi. Comment peser ces patients et donc déshabillés sans couche, complètement déshabillés, c'est souvent une question bête, mais ils sont toujours dans leur corset avec beaucoup d'habits parce qu'ils ont souvent froid. Et on peut avoir des différences de poids de centre où nous, quand on les voit, donc les outils, assez facilement, on peut avoir une balance électronique pour faire des pesées par soustraction s'ils ne sont pas trop lourds pour les porter. Au mieux, avoir un lève-malade, une chaise de pesée, et puis penser à peser le corset, les attelles, le noter sur le carnet de santé, parce qu'ils sont souvent pesés avec leur corset et on ne sait jamais trop comment ils sont pesés. Les mesurer. On a aussi des recommandations de l'EBSGAN pour ça. Et c'est Appala qui, en 2015, finalement disait que la mesure du patient par longueur en 4 segments était peut-être le plus sensible, utiliser des mètres souples. On peut avoir, si le patient n'est pas trop rétracté, des toises de plus d'1 mètre, il suffit de les fabriquer. Et ça peut aussi rendre service, sinon, la mesure par segment de la tête en bas. La mesure aussi, lorsque les patients sont très déformés, peut être faite par mesure segmentaire avec des formules. Différentes existent en fonction de l'âge, de l'origine technique pour celle de Chumli, que ce soit la mesure talon-genou, la longueur tibiale ou la longueur de l'ulna. Et finalement, l'EBSGAN, avec un niveau de preuve forte et de recommandations fortes, disait que la mesure talon-genou, la longueur tibiale, était peut-être la meilleure façon d'extrapoler la taille. Donc, on retient que mesurer, oui, choisir un mode de mesure à ce moment-là et s'y tenir pour pouvoir comparer l'enfant à lui-même. Celui qui mesurera fera peut-être toujours la même erreur. Au moins 2 fois par an pour l'enfant de moins de 7 ans et 1 fois par an ensuite. L'utilisation des courbes de taille de référence standard sont maintenues pour pouvoir suivre le côté linéaire de la croissance avec des objectifs aux alentours du 10e ou 25e percentile. On ne retient pas les courbes adaptées au polyhandicap, mais on voyait que c'était réfuté par certains utilisateurs dans la critique du papier sur les recommandations.
Je passe très rapidement sur la mesure de la masse grasse qui est notée dans les recos. Personne ou très peu de gens ont les pinces à plis cutanés pour faire les plis cutanés. Il y a des recos, on peut les retrouver, des abacs, on peut les retrouver facilement. On peut se dire que le périmètre brachial est plus facile à faire, avec un périmètre brachial inférieur à 12,5 qui nous inquiète sur une dénutrition sévère. Cependant, on sait que ces enfants, parfois hémiplégiques, ont vraiment des différences de masse musculaire d'un côté à l'autre et ce n'est pas toujours évident de pouvoir l'analyser. Alors, comment identifier la dénutrition ? Les recommandations de l'EFSGAN sont assez claires, notamment celle-là, stagnation pondérale ou ralentissement de la croissance staturale. Et puis on a, ça c'était 2017, les recos de la HAS de 2019. Donc beaucoup d'entre nous se sont apparés, notamment sur l'IMC, et donc on peut les utiliser, surtout que dans ces recos, il faut un critère étiologique, un critère phénotypique, et les enfants polyhandicapés ont une maladie chronique et on a d'emblée le critère étiologique. Donc, pour évaluer le risque nutritionnel, on les a classés en 3. C'est ce que nous avait demandé le groupe polyhandicap. Et c'est ce qu'on fait aussi, le groupe respiration, déglutition. C'est pour ça que je n'interviens pas là-dessus. Ce n'était pas notre travail. Donc, on a mis à haut risque les patients qui avaient une dénutrition sévère, une scoliose thoracique avec des formations importantes. Ils ont souvent des angles de Cobb supérieurs à 50 degrés, voire plus. Un reflux sévère, non contrôlé par le traitement médicamenteux, un encombrement chronique et une toux inefficace, c'est ce que demandent souvent nos collègues anesthésistes en consultation de pré-anesthésie. Le risque est modéré si l'enfant a une dénutrition modérée, une scoliose toujours importante et aucun des critères au-dessus. Et le risque est faible si l'enfant a aucun des critères au-dessus et, enfin quand même une scoliose, et la présence d'une gastrostomie. Et ça, c'était intéressant dans ce papier récent. Il montre que la dépendance à la sonde de gastrostomie est un facteur de risque prédictif de complications post-opératoires, notamment d'infections de plaies profondes et de pancréatite. Ce sont, on sait, les enfants qui ont déjà des gastrostomies, les patients les plus sévères, mais c'est le seul facteur qu'ils aient retrouvé. Donc, une fois que le patient est évalué, souvent d'ailleurs par le neuropédiatre, le médecin du centre, le médecin généraliste, on peut retrouver trois risques, risque modéré, risque faible ou haut risque. Dès qu'il y a un risque, il faudra adresser au gastropédiatre et au diététicien, réaliser rapidement un bilan biologique, on va le revoir, qui est là et que je n'ai pas le temps de détailler. Pour arriver sur cet algorithme, soit le patient est dénutri modéré, dénutri sévère ou son statut nutritionnel est normal, il faudra, dès qu'on les voit, s'assurer si l'alimentation péros est possible ou pas, traiter les causes évidentes de diminution des ingestats et notamment refaire le point sur l'installation, sur les textures acceptées, les soins dentaires, le traitement du reflux, de la constipation. Ça, c'est sur la consultation initiale. Et puis ensuite, s'il est dénutri sévère, il a peut-être déjà une nutrition entérale qu'on pourra optimiser en augmentant les quantités de 10 à 20% ou l'introduire. Et se pose la question, on va le voir rapidement, d'utiliser des produits plus riches en protéines. Et puis, toujours au début, le dosage initial des micronutriments est réévalué régulièrement de manière mensuelle, soit dans les centres, soit en consultation, l'état nutritionnel. Donc, ce qu'il faut retenir, il faut former les équipes, notamment les diététiciens des prestataires qui suivent les nutritions entérales pour avoir des poids réels et pas des poids demandés ou qui datent de 3-4 mois. L'indication de la gastrostomie, lorsqu'elle est posée, il faut se poser la question du reflux. Est-ce qu'il ne faut pas faire en même temps que la gastrostomie un traitement, une chirurgie anti-reflux ou poser une sonde gastro-jéjunale? L'enfant, s'il peut manger, s'il ne fait pas de fausse route, il faut que ce soit la nutrition entérale, une nutrition de complément, s'attarder au temps passé pendant les repas. Et puis, l'utilisation parfois de protéines du lactosérum peut aider à une meilleure tolérance digestive. Notamment, et puis cet aminoacidogramme, il est optimal pour l'anabolisme protéique.
Les apports énergétiques, c'est toujours la question qu'on nous pose. Ils sont variables en fonction de l'activité physique, de l'âge, du sexe, du poids. Et on verra après ce qu'on peut utiliser. Les apports protéiques sont identiques par rapport à un enfant normal. Et ça apparaît pas, c'est pas grave. On peut utiliser... C'est pas grave. La formule de DR fois 1,1 ou 1,4 en fonction, on multiplie par 1,1 si l'enfant est alité, par 1,4 s'il est manchant ou s'il est très hypertonique. Et on peut aussi utiliser la formule avec la taille, sur notamment celle-ci, pas de déficit moteur, 15 kcal par centimètre. Et ça, c'est les recos de Lesgan aussi qui les montrent. Et enfin, insister sur l'approche RAC, la réhabilitation améliorée en chirurgie, en diminuant le jeûne pré- et post-opératoire, en optimisant l'hydratation, penser à traiter le reflux, enlever tout ce qui peut faire mal, les sondes, les drains le plus rapidement possible et mobiliser le patient de manière précoce. Et ça, nos collègues d'anesthésie pédiatrique sont bien au fait de ça désormais. Et des études, même dans la scoliose, montrent l'intérêt de ce type de prise en charge. Et pour finir, quelques messages. C'est une chirurgie lourde. Il ne faut peut-être pas attendre trop longtemps, vouloir le meilleur état nutritionnel pour les opérer, parce que parfois la scoliose s'aggrave et ça sera encore plus délétère pour le patient. Vous voyez, ça c'est une courbe de la vraie vie. Une prise en charge à ce moment-là, le chirurgien l'envoie 6 mois avant, c'est peut-être un peu tard. On a finalement attendu 1 an pour la prendre en soin. Et ça, c'est une courbe d'IMC, on peut tout à fait s'en servir. Et on les amène, vous voyez, dans les secteurs de dénutrition modérée, sans vouloir être parfaitement en état nutritionnel parfait. Donc, le délai, certes, pour pouvoir les réalimenter, parfois on nous les envoie, mais je trouve que c'est un peu moins tard maintenant. Les orthopédistes, ils ont bien cette notion qu'il faut qu'ils soient en meilleur état nutritionnel, mais minimum 6 mois avant pour les prendre en soin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je pense qu'on a 1 ou 2 minutes de questions, si... Oui, merci beaucoup Dominique. J'ai juste une question sur la finalement prise en charge, enfin évaluation, ça c'est assez standard, mais la prise en charge en fonction des étiologies. Vous avez vu des différences sur un polyhandicap par ischémie versus quelque chose de dégénératif par exemple? Non, on n'a pas été aussi loin dans la réflexion, mais on peut parce que finalement, ils nous ont demandé de le faire valider par nos instances et on pensait qu'au sein du groupe, là, aujourd'hui, on pourrait avoir des critiques pour pouvoir le finaliser. Donc, il y a les neuromusculaires aussi, que bon, ils n'ont pas le handicap intellectuel souvent, mais ils sont aussi graves au niveau morphologique. Bonjour. Merci. J'ai un patient qui a fait un syndrome de la pince mésentérique en post-opératoire immédiat d'une chirurgie de scoliose et qui a 2 particularités. La première, c'est qu'il n'était pas du tout dénutri en pré-opératoire. Et la deuxième, c'est qu'il n'est pas polyhandicapé, mais par contre, il a une maladie de Crohn qui rend une approche chirurgicale peu souhaitable. Est-ce que vous avez l'expérience de ce type de complications chez des patients qui ne sont pas dénutris? Et si c'est le cas, est-ce que ces patients ont répondu à la prise en charge nutritionnelle par nutrition entérale ou est-ce que ça aboutit finalement à un traitement chirurgical de la pince mésentérique? Alors là, on est dans le polyhandicap. Votre patient n'est pas polyhandicapé. On a aussi des enfants non polyhandicapés qui ont ce type de complications. C'est sur une perte de poids rapide parfois. Enfin, on ne connaissait pas son statut, sa quantité de graisse, parce qu'on sait que c'est ça qui diminue dans la pince entre l'aorte et puis l'artère mésentérique supérieure. Et souvent, ceux-là, de les renutrir un tout petit peu plus, même si on pense qu'ils ne sont pas dénutris, ça aide à passer le cap. Mais on peut utiliser une sonde gastro-jéjunale si on arrive à dépasser l'angle de Treitz et aller au-delà. Merci. Merci. Du coup, s'il n'y a plus de questions, on va enchaîner. Nous allons accueillir Dr Frédéric Vallat qui va présenter
recommandations nutritionnelles récentes en réanimation pédiatrique. Merci, je suis content d'être là. Pédiatre un jour, pédiatre toujours. Je ne fais plus de pédiatrie aujourd'hui, mais j'essaie de rester impliqué dans toutes ces thématiques qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Voici mes liens d'intérêt. Alors, l'actualité dans les recommandations nutrition est assez floride ces derniers temps. Donc, c'était un peu l'idée de partager avec vous certaines publications qui peut-être vous ont échappé parce qu'elles sont publiées plutôt dans des revues de surspécialité. Et c'est ce que je voulais voir avec vous. Donc, je voulais commencer avec l'hydratation de l'enfant hospitalisé. Parce que finalement, l'eau, c'est un nutriment comme les autres, qui est souvent négligé et pas pris en compte comme il devrait l'être. Donc il y a des recommandations européennes de la société de l'ESMIC qui sont sorties toute fin 2022, donc ça fait 2 ans maintenant, au sujet de l'hydratation de maintenance de l'enfant hospitalisé. Donc ce n'est pas que la réanimation, c'est vraiment tout enfant admis à l'hôpital. Alors le pointeur, c'est ça, voilà. L'hydratation de maintenance, qu'est-ce que c'est? Alors maintenant, ce n'est pas un terme très français, on pourrait dire hydratation d'entretien, c'est vraiment l'hydratation qui sert à maintenir l'homéostasie hydrique. À différencier de l'hydratation de ressuscitation, c'est les remplissages, c'est les bolus quand on a une hypotension, à différencier de l'hydratation de substitution ou de remplacement quand on a des pertes inhabituelles sur une stomie, sur un drain, sur des diarrhées profuses. Donc c'est cette hydratation de maintenance qui a fait l'objet de ces recommandations. Et finalement, ça concerne beaucoup de patients en pédiatrie. Dans les différentes études, il y a 4 à 100% des enfants hydratés par voie intraveineuse. Alors plus ça va, plus on aimerait qu'on se rapproche des 4% plutôt que des 100%, parce que probablement qu'on peut faire autrement que par voie intraveineuse. Mais en tout cas, c'est une problématique très fréquente. Historiquement, et je pense qu'encore beaucoup ici suivent les recommandations d'Holliday et Segar, 1957, qui recommandaient d'utiliser une solution type bionolite, polyionique, glucidion, G5, peu importe celui que vous avez référencé chez vous, qui apportait du sucre, qui apportait de l'eau et qui apportait un peu de sel, un peu de potassium. Et c'est ce un peu sur lequel on va beaucoup réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte sur une multitude d'études poulées dans des méta-analyses que ces solutions ne sont pas adaptées à l'enfant et qu'il faudrait arrêter de les utiliser. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est la tonicité de ces solutions. Donc on a 2 recommandations différentes qui nous disent la même chose, c'est qu'aujourd'hui, en pédiatrie, par défaut, il faudrait utiliser des solutés isotoniques et pas des solutés hypotoniques comme ceux que je viens de vous citer et que Holliday et Segar proposaient il y a 70 ans en arrière. Alors la tonicité, c'est quoi? La tonicité, c'est finalement la somme de tous les osmoles dilués dans 1 litre d'eau. Donc c'est le sodium, le chlore, le glucose, tout ce que vous aurez dilué dans votre solution. Alors ça, c'est aussi l'osmolarité. L'osmolarité d'une solution, c'est aussi la somme de tous ces osmoles. L'osmolarité, elle est importante pour savoir si vous pouvez passer un produit en périphérie ou en centrale. La nutrition parentérale, c'est en centrale parce que c'est trop osmolaire. Les perfusions glucosées avec un peu de sel, ça passe en périphérie parce que c'est pas trop osmolaire. La tonicité, on peut aussi appeler ça l'osmolarité durable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est administré en intraveineux à l'enfant, on se pose la question de ce que deviennent tous ces métabolites. Beaucoup sont métabolisés. Le glucose va disparaître en quelques minutes après son infusion parce qu'il est internalisé dans les cellules. Il y a beaucoup d'ions intracellulaires qui vont disparaître du plasma. Et finalement, qu'est-ce qui reste? De l'eau, du sel et du chlore. Donc la tonicité, c'est la concentration en sodium et en chlore de ces solutions. Et ce qui est important, c'est d'avoir une tonicité de solution qui ressemble à celle du plasma. Donc finalement, des concentrations de sodium de nos solutés de perfusion qui ressemblent à la concentration plasmatique normale en sodium, donc aux alentours de 140 millimoles par litre. Et vous voyez, ça c'est des méta-analyses. Alors là, il y a 17 études, mais quand on fait le listing, il y en a à peu près une trentaine, depuis une trentaine d'années qui ont été publiées, qui ont testé solution hypotonique versus solution hypotonique, en réanimation, mais aussi chez l'enfant hospitalisé tout venant. Et toutes, vous voyez, vont dans le même sens, et la méta-analyse est significative et nous montre qu'on a beaucoup plus d'hyponatrémie chez l'enfant perfusé par des solutés hypotoniques classiques, Holliday et Segar. Certaines sont symptomatiques, on a des hyponatrémies sévères parfois, d'autant que chez l'enfant hospitalisé, en général, il y a une agression sous-jacente qui induit un syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, qui est une autre cause d'hypotonie. La deuxième question qu'il faut qu'on se pose, c'est ce qu'on appelle la balance d'une solution. La balance d'une solution, finalement, elle se résume un petit peu à la quantité de chlore administrée. Je vous ai dit, idéalement, il faut une solution isotonique qui apporte une quantité de sodium identique à celle du plasma, donc 140 millimoles par litre.
Si vous l'apportez uniquement sous forme de NaCl, vous allez avoir 140 millimoles par litre de chlore, ce qui est très largement supérieur à la chlorémie habituelle qui est aux alentours de 100. Donc utiliser des produits isotoniques classiques peut conduire à une hyperchlorémie, une acidose hyperchlorémique et une aggravation du statut de l'équilibre acido-basique. Donc une fois encore, on a des belles méta-analyses qui nous montrent qu'il faudrait plutôt utiliser des solutions qu'on appelle balancées pour éviter ces acidoses hyperchlorémiques. Et les solutions balancées, elles sont balancées parce qu'on a remplacé une partie de cet anion chlore par des anions métabolisables. Donc c'est le lactate, c'est le malate, c'est l'acétate, essentiellement, le gluconate de temps en temps. Quand vous perfusez du lactate, quand vous perfusez du malate, de l'acétate, finalement, il va être métabolisé. Alors pour certains bicarbonates, pour d'autres, il va rentrer dans le cycle de Krebs et être métabolisé pour de la synthèse énergétique. Mais en tout cas, ils vont disparaître du plasma. Et donc, il ne restera que les plus ou moins 100 millimoles de chlore, beaucoup plus idéal pour maintenir une chlorémie adaptée. Et donc, finalement, les recommandations récentes nous disent qu'il faut des solutés isotoniques, idéalement balancées, chez l'enfant de réanimation, mais chez tout enfant hospitalisé. La seule nuance à apporter pour les hépatologues, c'est que le lactate n'étant métabolisé que par le foie, il ne faut pas utiliser les solutés apportant du lactate en cas d'insuffisance hépatocellulaire. Le malate, l'acétate, aucun problème puisqu'il a un métabolisme ubiquitaire. La question d'après, c'est combien de sucre on va mettre dans notre poche. Donc une fois encore, Holiday et Segar nous proposaient des solutés plus ou moins G4%. Donc les recommandations, elles sont très vagues. Elles disent il faut en mettre assez pour éviter l'hypoglycémie, pour éviter la cétose liée à l'absence de substrat glucidique. Il ne faut pas en mettre trop non plus pour éviter l'hyperglycémie qui est fréquente en cas de stress et l'utilisation d'insuline qui est souvent délétère. Donc c'est très très vague, mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas raisonner qu'en termes de concentration glucosée. Il faudrait aussi raisonner peut-être en valeur absolue parce que si vous êtes en restriction hydrique, peut-être qu'il faudra aller plutôt vers des solutés plus riches en sucre. Si vous êtes dans des situations de stress important, et ça c'est vrai pour le périopératoire par exemple, pour le péropératoire, probablement qu'un G1% ou un G2% serait suffisant. On propose de rajouter du potassium aussi. Alors, les quantités ne sont pas très précises, mais probablement qu'un millimol kilo jour serait suffisant. Et pour ce qui est du phosphore, du magnésium, des micronutriments, du calcium, sur le court terme, ça n'a pas d'intérêt. C'est intéressant quand on part sur plus d'une semaine de perfusion. Mais là, je pense que la question c'est de se poser, à se poser, c'est de partir sur la nutrition parentérale qui, par définition, les inclura. Alors, on a dit soluté isotonique, soluté balancée, soluté qui apporte du glucose. Comment on fait? Ce soluté, il n'existe pas en France aujourd'hui. Il existe en Belgique, il existe au Royaume-Uni, il existe en Espagne, et ça fait partie des prescriptions par défaut systématiques dans ces pays-là. En France, il n'existe pas, donc on bidouille. Alors dans les services qui sont bien staffés en paramédicaux, on peut demander de reconstituer des solutés isotoniques balancés en prenant un produit isotonique adulte et en rajoutant du sucre dedans, ou alors en prenant un produit glucosé et en rajoutant du sel dedans. C'est chronophage, c'est éventuellement envisageable dans les services, je vous disais, de soins intensifs où il y a du staff paramédical pour le faire. Dans les services classiques, c'est très compliqué. Et tant qu'on n'a pas ce produit commercialisé en France, ce sera compliqué d'appliquer des recommandations qui seront favorables à l'enfant. Alors, on a l'espoir, et normalement, ça devrait arriver courant 2025, c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui aussi. Normalement, il y a un laboratoire qui va commercialiser un produit adapté et qui coche un peu toutes les cases. Et j'espère qu'on l'aura d'ici la fin de l'année. Une dernière chose, je vous disais, l'hydratation, c'est un traitement comme un autre. Il faut le traiter comme un traitement comme un autre. Donc, il faut réfléchir à sa composition, il faut réfléchir à la quantité qu'on donne et à la durée pendant laquelle on l'administre. Donc, le moins longtemps possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Dès que vous pouvez repasser à l'hydratation orale, il faut le faire. Et il y a de moins en moins d'indications de perfusion systématique en pédiatrie. Le volume, c'est pareil. Holiday et Segar nous disaient qu'il fallait apporter, alors c'était un peu l'équivalent du 1,5-1,7 litres mètre carré jour, ou alors cette formule, je pense que vous la connaissez tous, 100 millilitres kilos pour les 10 premiers kilos, et on rajoute 50 millilitres kilos, etc. Ça, on s'est rendu compte dans beaucoup de méta-analyses aussi que c'était beaucoup trop, et que ça induisait des œdèmes, que ça induisait aussi des hyponatrémies, parce qu'en plus on utilisait des produits hypotoniques. Et aujourd'hui, les recommandations proposent, chez le tout venant, l'enfant hospitalisé en pédiatrie générale ou dans n'importe quel service de spécialité, de plutôt viser 80% de ce que Holiday et Segar nous racontent, et en cas de restriction hydrique sévère, cardiologie, etc., de descendre jusqu'à 60% de Holiday et Segar. Dans les recommandations, il est aussi fortement recommandé de s'intéresser
à tous les apports cachés. Je suis désolé, j'arrive pas à revenir en arrière. Parce qu'on se rend compte que les antibiotiques, les antithermiques, tous les traitements dont vous avez besoin chez l'enfant hospitalisé apportent eux aussi beaucoup d'eau. Et que finalement, si on cumule tout ça, on dépasse très largement les recommandations habituelles. Donc pour faire simple, isotonique, balancé, avec du sucre et pas trop. Donc je vous le dis, en fin d'année, j'espère vraiment qu'on aura le produit prêt à l'emploi qui permettra de mettre en pratique en France ces recommandations. Je ne sais pas s'il y a des Belges dans l'assistance. Je pense que vous utilisez déjà des produits différents. En tout cas, je sais que 50% des centres de Belgique utilisent déjà le produit commercialisé à cet effet. Mais je vous le redis, au Royaume-Uni, c'est 100% des enfants qui sont hydratés de cette façon-là. Je voulais vous parler aussi un petit peu de nutrition en soins intensifs, parce que de nouveau, là, il va y avoir des recommandations qui vont sortir. Alors, elles sont finalisées, elles sont en attente de publication, donc je pense qu'on les aura pour l'été 2025. Jusqu'à présent, on avait les recommandations ESMIC qui ont 5 ans, et donc il y a un groupe SRLF, GFRUB, SFNCM qui s'est constitué, donc ça va être des recommandations francophones, qui répondent un peu aux mêmes questions, mais qui ont aussi répondu à quelques questions supplémentaires, et c'est les questions sur lesquelles je vais vous proposer d'insister un petit peu. Alors, point commun entre Reco ESMIC de 2020 et Reco Avenir 2025, c'est qu'on préfère toujours l'entéral plutôt que la parentérale. C'est qu'il faut commencer précocement en soins intensifs, c'est qu'il faut privilégier le site gastrique plutôt que le post-pylorique, qu'il faut y aller progressivement, qu'il faut plutôt nourrir en continu en soins intensifs qu'en bolus, et que la cible énergétique, c'est Schofield. Là, je vous parle hors cadre néonatologie. Alors, il y a d'autres débats qui sont montés ces derniers temps, surtout chez l'adulte. Et la question porte sur les cibles énergétiques et les cibles protéiques. Jusqu'à présent, on disait, globalement, l'enfant et l'adulte agressé a besoin de moins d'énergie qu'un patient lambda ou qu'un adulte en bonne santé ou qu'un enfant en bonne santé. Donc, on se contentait de donner la dépense énergétique de repos en termes d'apport énergétique. En revanche, en protéines, on recommandait d'apporter plus que les besoins habituels, considérant que le patient est catabolique. Et ça a été remis en question par une étude de 2023 par l'équipe de Nantes. C'est un bel essai randomisé qui a inclus énormément de patients et qui avait alors quand même un design un petit peu particulier. Donc dans leur RCT, ils ont comparé donc le groupe standard qui était exactement ce que je viens de vous dire, dépenses énergétiques de repos comme cible énergétique, 1,5 fois les apports habituels en protéines, et ils ont comparé ça à un groupe où ils ont fait un quart de tout ça. Et pendant 7 jours, ils n'ont apporté qu'un quart de ces objectifs-là. Et les résultats sont assez intéressants. Alors je trouve que leur courbe, elle n'est pas très visuelle, mais finalement, cette courbe, elle nous dit que la durée de séjour a été réduite d'1 jour, ce qui est significatif, et ce qui a un sens clinique. Et puis qu'on a eu beaucoup moins de complications digestives de la nutrition entérale. Alors ça, c'est pas un scoop, hein. Quand on nourrit pas, on n'a pas de complications. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de débats sur le fait de revenir et de redégrader, enfin de downgrader les apports énergétiques et protéiques. Alors la critique quand même principale qu'on fait à cette étude, c'est qu'ils ont comparé très vite beaucoup à très tard vraiment pas grand-chose. Donc le très tard vraiment pas grand-chose semble mieux que le très vite beaucoup, mais peut-être que la vraie vérité, elle est entre les deux. Alors, chez l'adulte, il y a eu beaucoup d'affrontements, j'ai envie de dire, idéologiques. Les recommandations ont finalement retenu, moi, je n'étais pas tout à fait pour ce 6 à 8 kilocalories kilojour, qui est très peu et qui correspond à un quart des apports habituels, et de ne revenir aux objectifs habituels qu'au bout d'une semaine. En pédiatrie, on n'a pas d'études qui confirment ce genre de choses, donc on est resté sur les anciennes recommandations, et on est plutôt resté dans quelque chose de peut-être plus pragmatique en disant nos objectifs restent la dépense énergétique de repos pour l'énergie, 1,5 fois les apports protéiques habituels de l'enfant, mais avec l'idée de commencer tôt et de monter progressivement. Donc ça nous semblait quelque chose de plus équilibré, et c'est comme ça qu'on le justifie dans notre rationnel. Donc c'est ce que je vous propose de continuer à faire jusqu'à présent. Je pense qu'il y aura d'autres études contradictoires adultes qui probablement nuanceront un petit peu le propos actuel. Dans les autres choses qui se confirment de plus en plus, c'est le fait que l'utilisation des résidus gastriques pour évaluer la tolérance digestive est vraiment pas fiable. Donc globalement, on n'a pas d'études qui montrent la supériorité de cette technique, si ce n'est que ça fait perdre du temps au niveau nutritionnel et que les enfants sont moins nourris quand on monitore leurs résidus gastriques.
Il y a une étude randomisée actuellement en Angleterre qui a pour objectif d'inclure 5000 patients. Ils en sont à 3005. J'espère qu'on aura une réponse claire. En tout cas, les RCT adultes et néonataux ont conduit à l'abandon de cette technique et je pense qu'en pédiatrie, il faudrait aussi, au moins sur l'extrapolation des données adultes et néonatales, abandonner l'utilisation de cette technique qui n'est pas fiable. Une autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait en pré-extubation? Est-ce qu'on met les patients à jeun 6 heures avant, comme pour du préopératoire, programmé ou pas? Globalement, c'est pareil, on a de plus en plus d'études qui concourent à dire que ce n'est pas une technique utile et qu'on ferait mieux d'extuber quand l'enfant est extubable plutôt que de l'extuber quand il est enfin à jeun avec un estomac vide. Ça, on va en parler juste après. Donc, c'est indispensable, et ça, c'est aussi vers vous que je me tourne, pour qu'après le parcours de soins intensifs, on continue à s'intéresser au statut nutritionnel des enfants. Les enfants perdent énormément de poids pendant leur séjour de réanimation, pour peu qu'ils durent un peu longtemps, hein. Évidemment, s'ils y passent 48 heures, il ne se passe pas grand-chose, mais dès lors qu'ils y passent plus de 5 jours, ils ont une perte significative pondérale et musculaire. Et il faut qu'on s'y intéresse. Alors, le pronostic est bien plus favorable chez l'enfant que chez l'adulte. Il récupère dans les études qu'on a pu faire en 3 mois. Néanmoins, ceux qui ne récupèrent pas, c'est ceux qui n'ont pas de support nutritionnel. C'est ceux qui sont passés entre les gouttes, qui n'ont pas été identifiés comme dénutris et qui n'ont pas bénéficié de ce support nutritionnel. Donc je pense qu'en post-réa, il est primordial que tous ceux qui accueillent les patients post-réa s'intéressent à ce statut nutritionnel et le prennent en compte. On développe de plus en plus aussi des consultations post-réa faites par des réanimateurs qui de plus en plus sont sensibilisés à cette question et qui rattrapent le coup éventuellement le cas échéant. La dernière reco dont je voulais vous parler, c'est celle sur les bronchiolites. Alors ça, c'est pas des recommandations de nutrition, c'est des recommandations polyvalentes de prise en charge de la bronchiolite de l'enfant hospitalisé. Elles ont été faites donc c'est piloté par Christophe Milesi de Montpellier. Mais on était content parce que, pour une fois, ils ont intégré le support nutritionnel à leurs recommandations. Donc, ils nous parlent de ce qu'il faut faire, ventoline, pas ventoline, support ventilatoire, pas support ventilatoire, hospitalisation, pas hospitalisation, etc. Et ils se sont intéressés à ce qu'il fallait faire en termes de support nutritionnel des enfants admis à l'hôpital pour bronchiolite. Et alors, vous voyez, le niveau de preuve est excessivement faible, hein. On a très très peu d'études de qualité en pédiatrie, donc c'est toujours du niveau recommandation d'experts et absolument pas plus fort que ça. Mais globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est que dans tous les cas, il faut privilégier la voie orale ou entérale et que globalement, la voie intraveineuse devrait rester l'exception. Il ne propose même plus de mettre systématiquement un cathéter périphérique chez l'enfant admis à l'hôpital pour bronchiolite, parce que la plupart passent le cap sans traitement intraveineux, il n'y en a plus aucun qui soit nécessaire et validé, et sans hydratation intraveineuse. Donc l'hydratation sur sonde nasogastrique est très efficace, et la nutrition sur sonde nasogastrique l'est également. Il n'y a pas de littérature qui soutienne plus le fait d'administrer en continu la nutrition entérale qu'en bolus. Donc là, vous pouvez protocoliser à votre façon. L'important, en revanche, c'est de le protocoliser pour qu'il y ait une cohérence de prise en charge. Et puis de vous réadapter si jamais, effectivement, vous voyez qu'il y a du reflux. Peut-être que le continu sera plus intéressant. L'épaississement, qui se fait depuis très très longtemps de l'alimentation orale ou entérale des patients admis pour bronchiolite, n'est pas non plus recommandé. Il y a finalement très très peu de littérature. Il y a quand même une étude qui avait comparé ça. Alors c'était surtout par voie orale et finalement on trouvait plus de fausses routes chez les nutritions épaissies que chez les nutritions orales non épaissies. Donc au final, on propose de ne pas le faire, sauf évidemment si l'enfant avait déjà un lait épaissi pour autre chose auparavant. Et enfin, pas d'incompatibilité entre la nutrition entérale ou l'hydratation entérale et l'oxygénothérapie au débit, l'oxygénothérapie ou les masques de VNI. Donc il faut juste adapter son masque de VNI, adapter son matériel, former les équipes pour savoir utiliser les petites sondes de nutrition, mais ça en général en pédiatrie on n'a pas trop de difficultés à faire poser des 6 ou des 8. Mais en tout cas, choisir aussi les bons masques de ventilation pour que ce soit tout à fait compatible avec un traitement concomitant nutritionnel et de support ventilatoire. Dernier point, je m'arrêterai là. Il est primordial de monitorer
le statut hydrique de ces enfants admis par bronchiolite. Et là, je fais écho à ce que je vous ai dit dans les premières recommandations sur l'hydratation. En fait, si on ne fait pas attention à ce qui se passe, les enfants gonflent. Les bronchiolites ont un SIADH important, donc ils vont gonfler à cause de leur SIADH. Ils vont être oliguriques à cause de leur SIADH. Si vous leur rajoutez une hydratation intraveineuse de surcroît hypotonique, vous allez majorer le risque d'hyponatrémie. Et normalement, je pense qu'on pourrait faire disparaître les hyponatrémies iatrogènes chez les bronchiolites si on se met à les nourrir par voie entérale, à les hydrater par voie entérale et exceptionnellement à les hydrater par voie parentérale, mais avec des solutés isotoniques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, il nous reste 5 minutes de questions, si jamais vous le souhaitez. Jérôme Viala, Robert Debré, Paris. Dans les nutritions tardives de réanimation, tardives et réduites, on pourrait dire, par rapport à nos habitudes actuelles, dans les études adultes, est-ce qu'il y avait les pancréatites aiguës? Parce que là, pour le coup, il y a un certain nombre de publications assez fournies qui montrent que la nutrition précoce et complète réduit le risque de pancréatite. Alors, dans l'étude que je vous ai montrée, celle qui fait foi à l'heure actuelle, c'était uniquement des patients septiques, enfin des chocs septiques sous ventilation et sous amine. Donc, il y avait, alors je ne pourrais pas dans le détail dire si certains avaient une pancréatite, mais en tout cas, c'était une minorité, ce n'était pas un contingent significatif dans la population. Et c'est 3000 ou 4000 patients inclus. Donc c'est très, très hétérogène comme population, mais intéressant parce que assez extrapolable à la population globale. Et les études de sous-groupe n'ont pas montré spécifiquement, alors il y a des études de sous-groupe par grande étiologie de sepsis, il n'y avait pas de différence notable dans le devenir de ces patients. Et une autre question entre l'osmolarité et l'hypertonicité. Donc il faut rajouter du sel, il faut rajouter du sucre, enfin monitorer le sucre pour éviter la glycémie. Est-ce que l'ajout des deux, est-ce qu'il faut viser la tonicité, c'est-à-dire une fois que le métabolisme ça nous a débarrassé des éléments métaboliquement actifs, ou est-ce qu'il faut s'occuper uniquement de l'osmolarité, c'est-à-dire ce qui rentre au début? Parce qu'il y a une phase où on va devenir hyper quelque chose, le temps que le métabolisme va disparaître les métabolites. Alors vous avez raison. Alors le métabolisme du glucose est très rapide. Donc finalement, le composant glucose dans les solutions d'hydratation, c'est une grosse partie de l'osmolarité de la solution. Donc au bout de quelques minutes, cette composante osmolaire a disparu. Donc normalement, ça ne doit pas poser de problème. Tout ce qui est malate, acétate, etc., c'est pareil, le métabolisme est globalement très rapide. Ce qui va vraiment rester, c'est l'eau, le sel et le chlore, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse. Alors si on veut vraiment faire un soluté isotonique, balancé, glucosé, on aura une hyperosmolarité. Mais une hyperosmolarité aux alentours de 500-600 milliosmoles, compatible avec une administration périphérique. On reste très en deçà des 800-850 milliosmoles qu'on se fixe grosso modo comme cut-off pour passer sur la voie centrale. Merci Frédéric. Est-ce que du coup, en attendant le soluté que tu nous annonces pour cette année, on espère, est-ce que certains rajoutent du glucosé dans le ringer lactate? Oui. Parce que finalement, ça pourrait être pas mal. C'est un soluté balancé, équilibré. C'est tout à fait ce qu'on voit faire. Alors, il y a le ringer lactate, il y a l'isofondine, il y a le plasmalite. Il y a en gros, on va dire, 3 grands solutés isotoniques adultes non glucosés, parce que chez l'adulte, il ne s'embarrasse pas tellement du glucose. Donc, effectivement, on peut rajouter du glucosé dedans. Ce qu'il faut absolument, si vous décidez de partir dans ces... Alors ça se fait beaucoup. Je pense qu'il y a les 2/3 des réanimations françaises maintenant qui font ça. Et ils l'ont protocolisé. Alors, on a des recettes locales un peu différentes d'un centre à l'autre. Elles sont ni mieux ni moins bien les unes que les autres. Elles prennent du temps. C'est chronophage. Et les infirmières de service lent n'ont pas autant de temps que les infirmières de soins critiques, je trouve. En tout cas, ce qui est primordial, c'est de le protocoliser pour qu'il n'y ait pas de risque d'erreur, parce que chaque manipulation est à risque d'erreur septique et de mauvaise manipulation. Mais comme tu le dis, on prend moins de risques en manipulant le glucose qu'en manipulant les électrolytes quand même. Parce que nous, actuellement, on modifie le bionolyte,
Donc l'équivalent, ça s'appelle parfois glucidion G5, etc. À Paris, c'est Bionolite G5. Et c'est effectivement, ça paraît moins dangereux de manipuler le glucose que les Alors, les électrolytes. infirmières, elles n'aiment pas manipuler le glucose, ça colle. Donc c'est intéressant de discuter avec les paramédicaux, parce que nous, on avait réfléchi justement à soit modifier une solution glucosée en lui rajoutant du sel. Alors, on n'a pas de façon de rajouter des tampons. Oui. Donc parce qu'on les a pas, pas facilement en matière première. Donc on avait réfléchi à soit prendre un glucosé et rajouter des électrolytes dedans, donc du NaCl pour faire simple, et éventuellement du KCl, soit prendre un soluté isotonique et rajouter du sucre. Elles ont manipulé, elles ont dit le G50 c'est chiant, ça, on en met partout, ça colle. Donc c'est les infirmières qui nous ont fait choisir l'autre option. Mais ça c'est le choix de Lyon, hein. Et il y a d'autres centres à Caen, par exemple, où ils ont fait le choix inverse, c'est exactement celui que tu proposes, de plutôt rajouter du sucre dans une solution isotonique balancée adulte. Mais bon, fin d'année, alors ça fait 70 ans hein, qu'on les hydrate comme ça. Je me dis qu'on peut peut-être attendre 7 mois de plus. Et en revanche, utiliser le produit dès qu'il sera lancé, quoi. C'est un produit, alors c'est un peu dommage, il était commercialisé en France il y a 20 ans, à une époque où je pense que la communauté pédiatrique n'était pas sensibilisée à ces problématiques, qui ne sont pourtant pas nouvelles. Hein. Les études, elles sont très très vieilles. Enfin, il y a des récentes, mais il y en a des très vieilles. Et faute d'utilisation, l'AMM est tombée. Et donc là, il faut qu'ils relancent leur process d'AMM. Mais je vous dis, c'est un produit qui est déjà utilisé à l'Argamanu en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique, donc avec des très très bons résultats. Est-ce qu'on peut vous demander le nom du produit ? Va falloir qu'on écourte, je suis désolée. Mais c'est très rapide, c'est juste donc, le nom de ce produit. C'est simplement pour voir si c'est... en pratique, c'est le plasmalite 146 G5. À ne pas confondre avec le plasmalite tout court, qui n'a pas de G5. Hein, ce sera vraiment celui-là. Normalement, il y a un laboratoire concurrent en Suisse qui en commercialise un autre, mais je n'ai pas entendu dire qu'ils avaient comme projet de le commercialiser en France. J'espère que ça viendra derrière. Je suis désolée, on est déjà en retard. Si on peut poser les questions après, et on va enchaîner, on a déjà un peu de retard. Merci. Merci.